On se prépare à partir pour Québec pour aller voir la conférence de Yvon Dallaire, psychologue, et le docteur Yves Psalti, sexologue. Heureux, malheureux ou résignés vont traverser. Et elle lui dit, mais vous, les hommes, vous n'avez rien compris aux femmes. Ces deux hommes ont été deux de mes formateurs, Yvon en thérapie conjugale positive et Yves Psalti en sexualité positive. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est tout du positif. Et on aime ça, le positif. Oh que oui! Prête à partir? Oh oui! Allons-y! La sorcière s'était cachée. J'ai attendu 2 semaines, je me suis dit, Quand je découvre, elle n'est toujours pas venue. C'est normal drôle ici. Ah oui, ça tourne. Ça tourne encore. Encore? Il disait pas que le chemin le plus rapide, c'est le chemin à la ligne droite? Je sais pas. Ouais, as-tu vu ça? C'est vraiment bizarre, je me sens bizarre. C'est étourdissant un peu, je vais t'avouer que c'est une expérience cet hôtel. Aïe aïe, ça finit pas. C'est vraiment drôle. Bon, on devrait arriver sûrement bientôt là. Ben, j'imagine. Ah! Ça Bon, tourne. On y est! c'est ici. On y est. Phew. OK, on est prêt. On s'en va au restaurant avec un couple avant la conférence de couple. le paradoxe, c'est que quand on est dans la lune de miel, on rêve notre avenir. C'est à moi de décider quelle partie j'ai envie d'érotiser. La réalité, c'est que ce qui est le plus important pour moi, c'est souvent ce qui est le moins important pour l'autre. Testostérone, les femmes des oestrogènes, il y a d'autres hormones hypophysaires comme la vasopressine, comme l'ocytocine. Et à quoi ça ressemble un couple résigné? 2 caractéristiques. Vous avez monsieur qui s'est enfermé dans son coffre-fort avec la combinaison à l'intérieur du coffre-fort, pas à l'extérieur, parce qu'il est fatigué, comme on dit ici, il est tanné d'entendre sa mégère râler. C'est ça la thérapie conjugale. Donc on va travailler sur ça, sur les 3 piliers. Mais comment est-ce que je vais travailler sur les 3 piliers? Je vais travailler sur les bazookas. C'est-à-dire d'abord les conflits, enfants, mani-mani, les beaux-parents, les tâches ménagères, le temps que je passe à la maison versus le temps que je passe à l'extérieur de la maison, ça c'est très important. Ce matin, on se prépare à aller faire l'entrevue avec Yvon et Yves. Prête, mon amour? Prête. Let's go! Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, l'artiste est derrière la caméra et moi, je suis ici accompagnée d'Yvon Dallaire et Yves Psalti. Bonjour Valérie! Bonjour, bonjour! Donc, hier, j'ai eu la chance, accompagnée de Stéphane, d'un couple d'amis aussi, de venir vous voir dans votre conférence, votre soirée psychosexo. Et ça a été une super belle soirée. Vous avez répondu aux questions du public. Et à partir de 30 ans, généralement, son taux de testostérone commence à diminuer. J'aimerais savoir d'abord un petit peu qui vous êtes, c'est quoi votre profil pour se présenter aux gens qui nous regardent présentement.
Moi, je suis psychologue de formation, spécialisé en sexologie, en relations hommes-femmes. Et j'étais professeur dans une première carrière. J'ai quitté l'enseignement pour faire davantage de pratique privée. Et là, je quitte tranquillement la pratique privée pour faire davantage de conférences, de la formation auprès des intervenants qui veulent devenir des thérapeutes conjugaux selon la méthode de thérapie conjugale positive, accès court terme, accès solution que j'ai développée depuis quelques années. Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une formation que j'ai moi-même suivie. Très belle formation. Merci. Et pour toi, Yves? Donc moi je suis Yves Psalti, docteur en sciences biomédicales, je suis sexologue clinicien. Auparavant j'étais spécialiste de fécondation in vitro. Pendant 20 ans je fais ça, puis je me suis rendu compte que les gens ne faisaient pas l'amour, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc d'où j'ai fait des formations supplémentaires en sexologie. Maintenant je travaille que dans le domaine de la sexualité, donc je consulte à Bruxelles, j'habite à Bruxelles en Belgique. Je consulte là, puis avec Yvon, on a mis sur pied une formation qui s'appelle la FPSP, formation en psychosexologie positive. Je donne une partie de cette formation à l'université en Belgique aussi. Et puis on s'est mis ensemble parce qu'on s'est dit que ça ne sert à rien d'être thérapeute de couple si on n'est pas sexologue, ça ne sert à rien d'être sexologue si on n'est pas thérapeute de couple. Donc c'est la seule, à ma connaissance, dans la francophonie, qui existe les deux formations en une formation qui est 120 heures, et nous donnons cette formation aussi bien ici à Québec ou à Montréal, on donne à Bruxelles, à Paris, à Lyon et à Lausanne. Wow. Donc on se promène. Voilà. Wow. Alors la sexualité positive, c'est quoi la sexualité positive? Le sexe c'est bon pour la santé, tout bêtement. C'est bon. Allez-y, allez-y. Et quand le sexe est entouré d'amour et de bonheur conjugal, Encore c'est meilleur. Ah, voilà. C'est Donc, ça. vous propagez la bonne nouvelle de l'amour Voilà. et de la sexualité, c'est bon pour la santé, à Voilà. travers la francophonie, dans différents pays. Et c'est une excellente formation d'ailleurs pour tous les gens qui sont donc soit psychologues, médecins, Oui. gynécologues, coach, qui peuvent venir suivre vos formations. On fait des conférences pour le grand public, Oui. mais on fait de la formation aussi pour des gens qui sont déjà dûment formés en relation d'aide. Parfait. Et ce qui relie le tout, c'est le couple, parce que c'est la sexualité dans le couple. D'un couple d'une personne seule, donc les célibataires aussi, ils ont une sexualité. Ils ont aussi une sexualité. J'espère bien, du moins en Europe, je ne sais pas si au Canada. Le premier couple qu'on doit former, c'est avec soi-même. Oui. Alors, si je suis bien avec moi-même dans ma sexualité, dans mon amour de moi aussi, sans être narcissique, c'est évident qu'à ce moment-là, si je suis bien ici, qu'est-ce que je vais passer avec les gens que je vais rencontrer? Du bonheur, Ah, du plaisir. super. Ok. Et à travers vos consultations, vos conférences, vos formations, ça serait quoi votre mission? Fait qu'Yvon, c'est quoi toi, ta mission, ton rôle que tu t'es donné pour... Moi, je suis très, très, très égoïste. Moi, ce que je voulais comme fin de carrière, parce que avec la couleur de mes cheveux, vous imaginez que je n'ai plus 30 ans, comme la belle jeune fille qui est en face de moi, mais parce que j'avais comme objectif de fin de carrière de pouvoir partager tout ce que ma vie, mes professeurs, mes livres, mes clients, mes femmes et tous les hommes que j'ai pu connaître autour de moi m'ont appris sur les relations hommes-femmes. Et c'est pour ça que depuis 1996, j'ai écrit une trentaine de livres et que je fais beaucoup de conférences. Et l'aspect encore plus égoïste, c'est que je voulais voyager. Je voulais voir comment ça se passe ailleurs, particulièrement dans la francophonie. Mais je suis aussi ouvert à aller sur d'autres continents pour aller voir comment les relations hommes-femmes se font ailleurs, pour être capable d'encore plus partager tout ce que je peux apprendre. Partager davantage. Fait que ce qui est vraiment au cœur, c'est de partager Et voyager. et voyager. Voilà. Excellent. Et pour toi, Yves, qu'est-ce qui te motive? Aussi une forme de prosélytisme, si tu veux, parce que si on prend du point de vue sexuel, il y a trois types de sexualité, d'approche sexuelle. Il y a les sexophiles, ceux qui aiment. Un tiers de la population est sexophile. Un tiers de la population est sexophobe, ils n'aiment pas. Et il y a le dernier tiers entre les deux, je les appelle les intermittents du sexe, un jour oui, un jour non. En fait, le but c'est, le sexophile, bon, on ne va pas les aider, ils savent comment faire. Les sexophobes, bon, ils ne sont pas curieux, ils ne vont pas venir écouter, ils ne viennent pas dans les conférences, ils ne suivent pas les cours, mais au moins aider les intermittents de sexe pour être de plus en plus
compétence sexuelle, donc j'ai un message à passer, j'ai quelque chose à partager, je fais du prosélytisme de la sexophilie, c'est de pousser les gens à être plus sexophiles et à aimer ça, et non pas à partager du sexe comme un devoir ou bien comme une punition. Aujourd'hui, si tu es gentil, tu auras quelque chose, tu n'es pas gentil, tu n'auras rien, tout ça. C'est pas une bonne sexualité. Donc la sexualité, il n'y a qu'un seul but dans la sexualité, vraiment un seul but. Donc il ne faut pas mélanger sexualité, couple, amour, tout ça. Dans la sexualité, le seul but, c'est obtenir du plaisir sexuel et obtenir un orgasme. Il n'y a pas d'autre but dans la sexualité. C'est hédonique, c'est ludique, c'est juste pour s'amuser et pour être bien et pour partager ce bonheur avec quelqu'un d'autre. L'amour, c'est autre chose, l'amitié, c'est autre chose. Donc, dans ta mission, c'est d'amener les gens, les intermittents du sexe, là, le tiers du milieu, Voilà. à pouvoir aimer davantage, avoir davantage de plaisir dans la sexualité pour devenir de plus en plus sexophile. Ça, c'est pour Et les de- adultes. Ça, c'est pour Pour les adultes. Ça, c'est pour les adultes. Alors, quand on va faire éducation sexuelle pour les jeunes, alors, quand on dit éducation, il faut avoir un but. Et ici, il n'y a qu'un seul but. C'est quoi notre but? C'est de faire aimer la sexualité aux jeunes. Donc, d'en faire des sexophiles. Alors, maintenant, quand ils sont jeunes, comment les emmener? Dans quel chemin les emmener pour qu'ils aiment la sexualité? Donc, casser certains tabous, expliquer surtout la sexualité personnelle. Les jeunes, la seule sexualité qu'ils ont en général, c'est la sexualité personnelle. Il faut apprendre à se masturber, hein, c'est pas évident. Les gens se masturbent mal et ils baissent mal. Quand ils se masturbent bien, la relation sexuelle est meilleure. Donc, apprendre déjà aux gens, aux jeunes, à se masturber pour qu'un jour, ils deviennent sexophiles. C'est un peu, je pense, Augmenter le nombre de personnes heureuses avec elles-mêmes et heureuses en couple. C'est ça qu'on veut. Parce qu'actuellement, d'après nos chiffres, à peine 20% des couples sont heureux sur le long terme. On est tous heureux pendant la période de lune de miel, pendant la période de séduction, mais il n'y a pas beaucoup de couples qui survivent à la période de lune de miel. Parce qu'après la période de lune de miel, bien qu'on le veuille ou non, malgré notre amour et notre bonne foi, c'est pas ça qui est en cause, une espèce de lutte pour le pouvoir où chacun cherche non pas à écraser l'autre, mais à s'affirmer en fonction de ses besoins, en fonction de ses sensibilités. Davantage étudier les gens épanouis sexuellement, les couples épanouis amoureusement, et on sait qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour être heureux, et c'est ça qu'on veut partager. OK. Donc, Donc, nous, on est des passeurs de messages, on écoute les gens heureux, on leur pose comment est-ce que vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez mis au point, comment vous avez discuté. Donc, nous, comme une éponge, on prend, et puis notre but, c'est de donner ces informations. On est des Au passeurs plus grand nombre. au plus grand plus nombre. de grand personnes. nombre. Wow, c'est une belle mission. Une belle mission auquel j'adhère énormément. Et selon tout ce que vous avez absorbé dans les éponges, les cellules d'éponge que vous êtes, ça serait quoi la clé pour toi, Yvon? Ça serait quoi la clé, justement, pour être un couple heureux? Comment on fait ça? Qu'est-ce qui doit être important pour nous? Il y a un grand psy dont j'oublie le nom, qui il y a 2000 ans a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors, le meilleur chemin pour être heureux avec quelqu'un d'autre, c'est d'être heureux avec soi. Si je m'accepte tel que je suis pas parfait. Il n'y a personne sur Terre qui est parfait. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Ce qu'il faut faire, c'est travailler nos forces, accepter de ne pas être parfait, accepter d'avoir des faiblesses, mais travailler davantage nos forces, puis à chaque fois qu'on travaille nos forces, on réussit. Donc, notre estime de nous-mêmes augmente. Et plus mon estime de moi est élevée, sans être narcissique, plus je vais chercher quelqu'un, à ce moment-là, à aimer. Et non pas quelqu'un de qui être aimé. Et à ce moment-là, je vais trouver quelqu'un qui est probablement, parce qu'on dit que le couple, mon partenaire c'est mon miroir, c'est des psychologues qui disent ça, mon partenaire est mon miroir, donc je vais trouver quelqu'un qui est aussi bien centré que moi et qui est aussi prêt à partager, et ensemble on va s'élever en amour, pas tomber en amour. OK. C'est très différent. Donc, quand s'élever on- ou tomber en amour. Donc, si je comprends bien, quand on a moins d'estime de nous, qu'on ne s'aime pas suffisamment ou qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, là, on cherche des gens qui vont nous aimer pour Oui. venir peut-être remplir ce... C'est ça. On va chercher quelqu'un, puis on va lui demander à cette personne-là de faire pour soi. C'est comme soi-même, on ne fait pas pour soi-même. Me rendre heureux. J'ai un Français, un écrivain français, je ne me rappelle pas son nom, qui a écrit une belle phrase que j'aurais aimé avoir écrite. Le bonheur se trouve seul et se partage. C'est une très belle phrase, ça. Et on parle beaucoup d'acceptation, d'acceptation de notre partie plus sombre, de nos défauts, autant psychologiques que sexuels, corporels. Mais la question, là, comment on fait pour accepter ces parties-là de nous? Ça prend parfois des décennies.
C'est le travail de toute une vie pour arriver à se connaître et s'accepter tel qu'on est, même si on n'est pas comme on voudrait être. Mais il faut arrêter de vouloir être et profiter de ce que l'on est. C'est la définition du bonheur. Le bonheur, c'est de profiter de ce que l'on a et de ce que l'on est. Même si on n'est pas ce qu'on aurait voulu être, même si on n'est pas ce que nos parents auraient voulu être, etc. C'est la première raison pour être heureux, Valérie, c'est quoi? La première raison pour être heureux? Oui. Je sais pas, c'est quoi? C'est être vivant. Je peux pas être heureux si je suis pas vivant. Alors si je suis vivant, j'en profite au maximum, le temps que ça va durer. Si la vie, si le ciel existe, ben, ça nous en fera un deuxième. Donc, pour pouvoir être heureux en couple, il faut d'abord être heureux seul, être bien avec soi, s'accepter, apprécier ce qu'on a, puis faire le deuil de ce que la société, les parents, etc. voudraient. Et donc, s'accepter soi, ça devient une condition pour être heureux en couple. C'est sûr qu'on a besoin du regard de l'autre pour nous confirmer qu'on est correct dans ce qu'on est. Et c'est là où le rôle des parents devient essentiel, surtout si on a des parents positifs. À ce moment-là, ben, c'est plus facile que si on a des parents critiques qui mettent davantage l'accent sur nos faiblesses et qui voudraient qu'on améliore nos faiblesses. Mais plus vous allez essayer de travailler vos faiblesses et moins vous allez arriver à améliorer vos faiblesses, plus votre estime de vous-même va baisser. Alors que si on met l'accent sur c'est quoi tes forces, tu as l'esprit mathématique ou tu as l'esprit culturel, tu as l'esprit philosophique ou tu as l'esprit très matériel, peu importe. Okay? Alors si tu as l'esprit matériel, deviens artisan, deviens mécanicien, profite et tu vas réussir parce que tu as ce talent-là qui est souvent inné. Et à ce moment-là, ben, plus tu vas réussir, plus tu vas être heureux. Donc d'essayer de vouloir être quelque chose qu'on n'est pas, puis de grandir, de s'épanouir dans ce qu'on est. Exact. Et dans ce qu'on a de la facilité à réussir. C'est facile à ce moment-là d'être heureux. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort. Ça demande un effort. Donc, nous, comment est-ce qu'on travaille en sexologie et en thérapie de couple? En fait, on a 3 domaines. Le domaine, le couple, l'entente du couple, la mésentente du couple, couple heureux, la sexualité du couple et la psychologie de la personne. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas. Moi, je vais travailler sur le couple et la sexualité. Donc, thérapie de couple et sexualité. Comme je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas la psychologie. Alors, la psychologie, qu'est-ce qui influence pour être un bon couple et une bonne sexualité? 2 choses. C'est avoir une estime de soi, confiance en soi. Et on a des psychologues qui ont des méthodes, qui sont formés là-dedans. Et on envoie nos patients, moi j'appelle ça patient, lui il appelle ça client. On va envoyer nos patients, justement, chez les psys pour travailler l'estime de soi et la confiance en soi. De toute façon, je dis aux gens, à un moment donné de votre vie, vous devez travailler ça. Essayez de le faire le plus tôt possible et peut-être assez régulièrement dans votre vie pour avoir une bonne estime, une bonne confiance en soi, pour justement être bien dans ton couple. La question, qu'est-ce qui fait qu'un couple va réussir ou pas? Il faut juste aller demander chez les gens qui vivent depuis 50 ans ensemble et qui font encore l'amour, qui s'aiment, qui font encore l'amour. Alors j'ai eu la chance, et j'adore les gens âgés, j'ai eu la chance d'aller trouver ces gens-là et de leur poser la question, vous faites l'amour, vous vous aimez, comment est-ce que vous avez réussi? Puisque la majorité des gens, pas la majorité, mais disons des couples d'une quinzaine d'années qui sont depuis 15 ans ensemble, un tiers des couples arrêtent de faire l'amour depuis déjà un bon bout de temps. Et vous, vous continuez à faire l'amour, évidemment pas tous les jours, à votre âge, à vos 80 ans, vous le faites 3 ou 4 fois par mois, c'est déjà pas mal. Comment est-ce que vous arrivez? Et puis je vais transmettre aux autres. Ah ben vous avez de la chance, je vais vous le dire. Comment est-ce qu'on rentre dans l'intimité? On va rentrer de 2 façons dans l'intimité, par la parole et par le toucher. Le toucher gratos, celui qui n'amène pas forcément à la sexualité. N'oubliez pas, les gens qui ne font pas l'amour, donc pas de sexe, ils ne se touchent pas. Non. Ils ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas, ils n'ont pas de belles paroles, ils ne se prennent pas dans les bras. Ils ne se regardent plus. Et c'est très difficile de se regarder. Quand on leur demande regardez-vous les yeux dans les yeux, ils sont des fous rires, hein, ils sont incapables de se regarder. Alors, de s'embrasser, de se prendre dans les bras, de s'embrasser. Oula, ça on va arriver, step by step, on va arriver. Donc on va travailler le couple. Et alors donc, si se crée, il y a donc c'est le toucher, donc c'est toujours. Les femmes sont plus dans la parole et les hommes sont plus dans le toucher. Les hommes adorent être touchés, adorent être caressés. Les hommes aussi sont même peut-être plus que les femmes avides d'amour, de tendresse,
Parce qu'un homme, pour une femme, il ne pense qu'au sexe. Absolument pas. Hein. Donc il faut aller poser la question aux hommes. Les hommes, le sexe, ils disent, bon, je me masturbe un petit coup, le sexe, ça va. Déjà, on voit comment ils se masturbent. Tac, 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 tac. Je demande aux gens, dis-moi comment tu te masturbes, je vais te dire qui tu es. Mais mon besoin, le besoin, c'est se toucher, ces moments d'affection, se prendre dans les bras et se caresser. Donc, c'est le secret, c'est ça. Alors, ces gens plus âgés, qui continuent encore à la fois, il m'ajoute encore un truc, il y a quelque chose qui est encore important et il faut faire ça. Et c'est quoi? C'est la nudité. Okay. La nudité, donc se coucher toujours nu, donc un couple heureux, normalement, j'espère qu'il est nu dans le lit. La nudité favorise ces attouchements, ces caresses qui sont gratos. Donc c'est favorisé. Et puis il y a autre chose dans la nudité. La nudité, si je me montre à toi nu, j'améliore mon image corporelle. N'oubliez pas, une des plus grandes souffrances de la femme, c'est l'image corporelle. Mauvaise image corporelle, mauvaise sexualité. Bonne image corporelle, bonne sexualité. Donc une femme qui se montre nue et qui offre son corps au toucher de l'autre va avoir et une bonne érotisation de son corps et une bonne image corporelle de son corps. C'est pour ça qu'elle s'éclate. C'est pour ça qu'elle va continuer à faire l'amour peut-être tant qu'elle a une bonne santé et que le corps est fonctionnel. Donc, secret, oui, parlez bien, parlez intelligemment, sans blesser l'autre, sans critiquer l'autre. Dites exactement ce que vous voulez et on ne parle pas dans les disputes. Ah oui, il y a un antimat. Pas sur des critiques. On ne construit pas sur des reproches. Si je te fais une critique, Valérie, comment tu vas réagir? C'est passif, hein? C'est comme, écoute, soit que je m'en renferme, on dirait que je... Ouais. Ou tu t'écrases, ou tu contre-attaques. Exact. Okay? Donc tu deviens défensive, et la manière défensive, c'est quoi? Tu me critiques à mon tour, à ton tour. Ouais. OK? Et ça, c'est ce que j'appelle les deux premiers cavaliers de l'Apocalypse. Critique, défensive, la manière défensive, la contre-attaque. Puis généralement, quand on se critique comme ça, c'est pas avec le sourire aux lèvres, les yeux pétillants d'amour. C'est plutôt avec les canines qui se sont allongées, le nez qui s'écarquille et les yeux remplis de haine, de poignards. Donc ça, c'est le troisième cavalier, c'est le mépris. Et le quatrième cavalier, généralement utilisé davantage par les hommes dans 80-85% des cas, c'est qu'à un moment donné, tu critiques, j'essaie d'argumenter avec toi, ça marche pas, je fais... Cause toujours mon lapin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et là, tu te sens complètement rejeté, ignoré. Et tu es une femme. Moi, ce que j'ai appris des femmes, c'est ce que les femmes m'ont dit. Et j'ai appris que dans le silence des femmes, votre hamster s'emballe et vous faites des scénarios de catastrophe. Alors, le silence, pour la femme, c'est la pire des violences psychologiques qu'un homme puisse faire. Mais la pire des violences psychologiques qu'une femme peut faire, parce qu'elle a une petite longueur d'avance. Chérie, il faudrait que je te parle parce qu'il y aurait quelque chose à améliorer chez toi. Fait que ça rehausse pas l'estime, là. Ben non. Tout de suite, on travaille le défaut, exactement, ça fait de la défense. Au lieu de dire ce que j'aime chez toi, qui amène ce que tu me dis que tu aimes chez moi, et là on construit sur du positif. C'est ce qu'on fait pendant la lune de miel. Quand on est dans la lune de miel, on rêve notre avenir. On devrait rester comme ça pour 40 ans, 50 ans, et c'est ce qu'on a observé chez les couples à long terme. Non seulement tout ce que Yves a dit tantôt est très vrai, mais on se rend compte que quand on leur demande c'est quoi le secret de votre bonheur, j'ai toujours accepté mon partenaire tel qu'il est. J'ai jamais cherché à le changer, au contraire, j'essaie d'en profiter au maximum. C'est la même chose qu'avec soi. Ben oui. L'acceptation, profiter de ce qu'on a. Ben oui. Et profiter, je suis chanceux, j'ai une partenaire avec moi. Un partenaire avec moi, avec lequel je me réveille tous les matins, puis que je peux dire, chérie, encore une journée qu'on va passer ensemble. Fantastique. Donc, pour être puis le soir, là, on s'endort en se disant, hey, aujourd'hui, je vais passer une belle journée avec toi. Dans l'appréciation. Dans l'appréciation. Donc, la clé du bonheur en couple et sexuel en couple ou seul, hein, donc ça va ensemble. Exact. Déjà, c'est de s'accepter soi, d'accepter son partenaire. Ben oui. Donc, on s'aime, on aime l'autre pour ce qu'il est. On profite de ce qu'on a au lieu de chercher à avoir ce qu'on n'a pas en critiquant l'autre ou en se critiquant soi-même. Exact. Et on est dans une intimité par la parole, par le toucher. Et dans la construction de quelque chose. Parce qu'on aime bien regarder les gens comment ils se disputent. Se disputer, c'est un art. Okay? Donc, quand Yvon disait il critique, la critique, c'est le reproche, c'est sur un objet. Par exemple, je prends ça, je le mets ici, ça va tomber. Et ma femme me dit,
Donc, couple heureux, attention mon chéri, ça va tomber ici et ça va se casser et tu vas râler et tu n'aimes pas que ça tombe, que ça se casse, tout ça. Alors, soit tu le tires toi, tu le mets là, soit moi je le mets là. C'est un reproche. Le sujet, c'est quoi? C'est ça. On ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est couple heureux. Couple malheureux. Donc, c'est un reproche. Couple malheureux va se faire une critique. T'es con, toi, d'avoir mis ça là-bas. Hein? T'es vraiment bête. Ton père aussi était comme ça. Chez vous, dans la famille, ça doit être comme ça. La bêtise humaine, c'est génétique chez vous, ça va tomber. Et alors, dès qu'elle me dit ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est une critique. Elle m'attaque. Je vais l'attaquer, elle, en disant pourquoi tu me parles comme ça, tout ça. Mais entre-temps, on a oublié l'objet. Il va tomber, il va se casser. Donc, les plus grandes disputes des couples malheureux, ils se disputent sur quoi? Sur la façon de se disputer. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu oses ça? Mais en tout temps, l'objet, il est là, il va tomber, il va se casser. Les gens, la bêtise humaine peut aller tellement loin que les gens ne se rendent pas compte de ça. De pouvoir sortir, d'avoir un recul. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu élèves le ton? Pourquoi les décibels sont comme ça? Pourquoi tu attaques mon père? Pourquoi tu attaques... T'es jamais content? Qu'est-ce qui fait que les gens s'attaquent comme ça? Ils sont censés s'aimer. Ben oui. Qu'est-ce qui les motive à se parler C'est comme ça? paradoxal, hein? Mais oui. Mais probablement, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, en fait, c'est quoi? C'est la susceptibilité, le degré de susceptibilité. Donc, entre critique et reproche, il y a un borderline. On ne sait pas où on va mettre. Qu'est-ce qui est critiqué dans certains cas? Le reproche s'adresse au comportement ou à l'objet. À l'objet. Alors que la critique s'adresse à la personne. À la C'est personne. toi qui n'est pas correct. Ah, C'est pas le comportement qui n'est pas correct. ok. C'est toi qui n'est pas correct. Et alors, Tu fais exprès, hein? Plus je suis susceptible, plus la toute petite reproche, je vais la prendre comme une critique. Et là, je vais m'emballer. Et comme Yvon l'explique bien, la schismogénèse complémentaire, donc ça crie, et puis le fait Fait que d'artifice. ça, je pensais même plus pourquoi on a commencé. On ne sait pas. La chicane. On a oublié. Généralement, on se dispute pour des petits Ben détails. oui. Et on va se disputer surtout sur la façon de se disputer. Et qu'est-ce que vous avez à conseiller aux gens qui nous regardent présentement pour arrêter ça? Quand ils réalisent qu'ils sont là-dedans, là, en train de s'attaquer. C'est- Time out. Time Oui, mais c'est quoi le thème? Un arrêt du jeu. Un arrêt de jeu. Oui. Chérie, oublie pas que je t'aime. Ah oui, tu m'aimes. Ça demande beaucoup de contrôle émotionnel pour arriver à, lorsque l'émotion arrive et veut prendre le dessus sur la raison, parce que la femme qui est en face de moi, l'homme qui est en face de moi, c'est un homme qui m'aime et que j'aime. Oui. Ok? Mais il n'y a pas plus impoli entre eux que les deux membres d'un couple qui s'aiment. C'est paradoxal. Je vais dire à ma partenaire des choses sur un ton que j'utiliserai jamais avec un collègue de travail, avec un voisin. Pourquoi avec la personne la plus importante après moi dans ma vie, je l'engueule comme du poisson pourri? C'est épouvantable. Donc il faut prendre, premièrement, la responsabilité à 100% de ses actions, de ses réactions, y compris émotives, et ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus sur les émotions positives. C'est facile, hein? Surtout après ça fait 35 ans que je suis avec ma blonde. C'est facile. J'ai une liste très longue de récriminations que je pourrais lui faire. Mais si je passe mon temps à la lister, à la répéter, cette liste de récriminations-là, mon amour pour elle va baisser. Mais ma blonde, elle a aussi des qualités, elle a aussi des forces, elle a aussi une richesse. Et si je mets l'accent sur ce qu'elle a, sur c'est ce qu'elle m'apporte, etc., ben à ce moment-là, mon amour va plutôt grandir. Et l'amour, c'est pour ça que je dis que l'amour, c'est l'objectif du couple et non pas ce qui existe au début. Wow. Ok? L'amour, Et- attends, faut répéter ça. L'amour, C'est c'est l'objectif l'objectif du du couple et non pas ce qui existe au début. Au début, ce qui existe, c'est plutôt une attirance sexuelle, physique, hein, sur laquelle on n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est très biochimique. Et ça ne peut pas durer très longtemps, cette attraction-là, cette passion-là. ok? Mais on ne construit pas un couple sur une passion. La passion ne peut pas faire autrement que de finalement diminuer avec le temps. Et là, je découvre qui est réellement la personne qui est en face de moi. Quand je découvre la sorcière qui s'était cachée, Et si je mets l'accent sur ses qualités plutôt que sur ses faiblesses ou ses défauts, à ce moment-là, je peux davantage admirer. Pour moi, il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de l'admiration de mon partenaire et si je ne me sens pas admiré par mon partenaire. Et à ce moment-là, on peut construire quelque chose et c'est là où l'amour devient un objectif. Il y a, dans un film récemment, j'entendais Robin Williams, je ne me rappelle pas le titre du film, qui disait « Le véritable amour, c'est même quand on arrive à aimer les défauts de son partenaire. Ah, j'aime ça. Aimer les défauts de son Ouais. partenaire. Ouais. Qui ne nous tombe
pas sur les nerfs. Elle a ses petits défauts là, elle a ses petites manies. So, ouais. Qu'on aime bien au début du couple, et puis que ça commence à nous déranger ces petits tics, tout ça. Donc à ta question, quand ça commence à monter, comment moi je fais? Disons que le couple, on va parler du couple Michel et Micheline. On va parler du couple Michel et Micheline. Micheline commence, pour une bêtise qu'a fait Michel, elle commence à monter les décibels. Elle commence à crier, à l'attaquer, tout ça. Donc j'essaie de créer ça dans ma consultation. Je vais l'énerver un peu, donc j'ai de l'huile. Tu crées l'escalade. Je crée l'escalade. Je ne suis pas le gentil, hein. C'est pas moi le gentil. Le bad cop. Dès que je sais le sujet qui fâche, tac, je lance comme ça le sujet. Et donc elle va commencer à monter, à peut-être lui crier dessus. Je dis stop, time out. Donc alors je dis le time out c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça se discute à trois à ce moment-là avec moi. Donc, le time-out, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le time-out, c'est qu'est-ce que tu as besoin? Donc, ma question à Micheline, pour ne pas monter en haut, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-il faire quelque chose? C'est-à-dire, te prendre dans les bras, te caresser le dos, te caresser la figure, te donner un bisou. C'est ça que tu as besoin? Ou bien, il se tait. Ou bien, il quitte la pièce, c'est lui qui quitte, Michel qui quitte la pièce. Ah non, elle va dire, là je me sens complètement abandonné, il ne doit pas quitter. Ou bien, c'est toi qui quittes la pièce, hein, parce que tu vois que ça monte, tu quittes la pièce, tu vas respirer à l'extérieur, et on ne revient pas, on ne discute pas sur le sujet, on attend le lendemain pour discuter à fois, pour mieux argumenter, pour ne pas critiquer. Parce que là, quand tu montes, tu critiques. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est ça que je... Alors, venez, on va décider d'une chose maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui marcherait pour vous deux? L'un quitte, l'autre quitte, on tient pas, on touche le bras, on touche la figure. On essaye maintenant, et puis à la prochaine dispute, essayez de faire ça et de venir me dire si ça marche pas. Un reproche, c'est une façon très maladroite d'exprimer un besoin. Mais là, j'exprime ma frustration au lieu d'exprimer mon besoin, comme le dit si bien mon ami Yves. Ça, j'adore ça, cette phrase-là. Je l'utilise, que le reproche, c'est un besoin mal exprimé. J'adore. Exact. Et là, quand les gens commencent à dire « j'ai besoin que tu », est-ce que c'est un besoin, ça? J'ai besoin que tu changes ça, que tu sois comme ci. J'ai besoin que tu me parles comme ça. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quoi ça, un besoin? Ben, si on prend la définition du besoin, un besoin, c'est vital. Le reste, c'est des désirs. Fait qu'il faut être capable quand même de faire la différence entre un besoin et un désir. Oui, parce que qu'est-ce qui est légitime comme besoin? L'enfant a besoin d'être aimé, sinon il va mourir. Pas l'adulte. Et justement, un des problèmes avec les adultes, c'est qu'ils mettent trop d'importance. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'aime, je mouris. Non, l'enfant, oui, mais pas l'adulte. L'adulte peut avoir du plaisir avec lui-même, dans la sexualité, dans des activités. Si vous êtes célibataire, là, il y a des gens parmi nos auditeurs et auditrices qui sont célibataires, profitez de votre célibat, courez pas avec l'illusoire âme sœur. Profitez du temps que vous êtes seul pour faire des choses que vous aimez, pour augmenter votre estime de vous-même. Et à ce moment-là, vous allez, en faisant des choses que vous aimez, probablement rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Et déjà, il y a peut-être une petite compatibilité. C'est pas une âme sœur, ça n'existe pas. L'homme parfait n'existe que dans la tête de Valérie. Et la femme parfaite n'existe que dans nos têtes à nous. Dans la réalité, elle n'existe pas. Donc, les besoins, c'est vitaux. Donc, derrière les reproches, ce sont des besoins, mais encore plus que ça, ce sont des désirs. Et comment on exprime ça, un désir? D'abord, ce qui vient de dire, donc je vais juste compléter. Donc, il faut être bien pour... Il y a beaucoup d'hommes et de femmes seuls qui viennent, qui me disent « je fais fuir l'autre ». Je ne sais pas comment c'est dit, je fais fuir l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Alors, j'essaie de leur faire parler, tout ça, et toujours je tombe sur la même chose. Ils ont un tel besoin d'amour que quand ils sont en face d'eux, aime-moi. Et l'autre, d'un coup, il a peur, en disant « oula, c'est quoi ce besoin d'amour? Ce n'est pas une personne autonome, c'est une personne dépendante. Moi, il va me bouffer, il va me phagocyter, il va m'étouffer, il va me tuer. » Ils s'en vont. Et ils refont exactement la même chose. Ils ont tellement besoin d'amour que ça fait peur à l'autre. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est exactement la même chose. Quand on a face à nous, sauf si on est Mère Teresa, hein, si on a face à nous quelqu'un qui a un besoin d'amour, ben on fuit.
Mais c'est ça, c'est pour ça, comme Yvon le dit, donc essayez, vous êtes célibataire, essayez de faire des choses que vous aimez pour être bien, pour vous aimer bien vous-même, et pour ne pas montrer à l'autre que vous avez un besoin terrible d'amour que l'autre ne pourra pas combler. Le vide fait peur. Alors, si j'ai l'impression que la personne qui est en face de moi est totalement vide d'amour, je vais fuir. Donc, pour les célibataires, vous avez ouvert vos oreilles. Il faut d'abord, pour trouver l'amour, il faut d'abord s'aimer, remplir son vide et faire des choses qu'on aime pour pouvoir créer son bonheur seul et le partager. Et tout, c'est ça, partager de partager l'amour. avec partager Offrir ensemble. de l'amour. Pas dans le besoin viscéral de remplir un vide, mais tout simplement dans un partage de deux personnes autonomes. Offrir de l'amour, offrir des émotions positives, offrir son corps, comme dit Yves. Allô? S'offrir Mon à corps l'autre plutôt m'appartient, que mais de je te demander. l'offre, mon corps. Amuse-toi avec mon corps. Mon corps m'appartient, et on est un couple heureux, tiens, mon corps, il t'appartient aussi. Prends-le, caresse-le, bichonne-le, occupe-toi de mon corps pour lui donner du plaisir. Moi aussi, je vais m'occuper de ton corps. C'est ça le message qu'il parle. C'est très difficile de comprendre ça. Mon corps m'appartient, je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Pour les hommes, c'est très facile. Les hommes, ils sont babas comme ça. Touche seulement un homme, tu peux caresser pendant des heures un homme. Moi, je ne la touche pas. Rien. J'ai attendu un mois, rien. Ça fait combien? 3e mois. Elle est toujours pas. Donc, il va adorer. Vous regardez un film, il y a la télé devant vous, un homme et une femme, vous regardez un homme. Clac, vous pouvez toucher là où il faut. Hein. Lui, il va rester comme ça, baba, en train de regarder. Il va rien comprendre du film, c'est pas grave, mais il va passer une soirée excellente. Donc, un homme, il faut le toucher. Mais par exemple, l'homme, il veut mettre la main là-dedans, en don, pas touche, c'est privé. Pourquoi c'est privé? Vous êtes un couple heureux. Si pour lui c'est public, pour toi aussi ça doit être public. Donc, la capacité d'offrir son corps, ce message, il passe très difficilement chez les femmes, mais les femmes qui arrivent à ça, les femmes qui jouent en première division, évidemment, de la sexualité, elles ont ces capacités-là. Pas les femmes qui jouent en 4e division de la sexualité, donc pas beaucoup de sexualité, mais les femmes qui jouent en première division de la sexualité ont cette capacité d'offrir. C'est pour ça qu'elles s'éclatent dans la sexualité. Et que les êtres de 4e, non, touche pas, t'as été gentil, t'as pas été gentil, tout ça. C'est toujours un commerce. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je ne te donne pas. La femme qui est en première division, elle veut une seule chose, s'éclater dans la sexualité. Il n'y a pas de commerce dans sa tête. Donc elle a cette capacité d'offrir. Et nous, qu'est-ce qu'on pousse? Qu'est-ce qu'on fait en sexothérapie? On pousse les gens de la 4e division pour qu'elles arrivent en première division, pour qu'elles s'éclatent enfin. Donc ne pas penser, c'est pas un commerce la sexualité, c'est juste pour toi. C'est juste pour toi, madame, pour te faire plaisir. C'est juste pour toi, monsieur, pour te faire plaisir. Mais ce plaisir, tu le partages à deux. C'est ce que tu appelles des personnes sexophiles. Les sexophiles. Comparativement Ceux qui aux aiment la sexophobes, ceux Oui. qui ont peur de la sexualité. Ceux qui ont peur, ceux qui se disent qu'est-ce qui va me... Donc ils profitent de moi. Donc chez beaucoup de femmes de 4e division, le sexe c'est juste pour un homme, la femme ne prend pas de plaisir. Et un homme qui se trouve en 4e division, le sexe aussi, il dit c'est pour moi, moi tchac tchac boum, j'éjacule et puis j'oublie son plaisir. Et donc il n'y a aucun partage. Il n'y a aucun plaisir, donc il va éjaculer vite, il ne va pas prendre grand plaisir. Lui aussi, on va lui apprendre, tu sais, il faut une intelligence sexuelle. C'est-à-dire, l'intelligence sexuelle, c'est qu'on peut améliorer cette sexualité. Et de la voie qu'on peut avoir, comment devenir compétent sexuel. Le compétent sexuel, c'est celui qui sait donner du plaisir, c'est celui qui sait recevoir de l'excitation, c'est ici, à ce niveau-là, et c'est celui qui sait prendre du plaisir. Donc on a plusieurs techniques, plusieurs moyens de prendre la personne de 4e division, 3e division, disons l'intermittent du sexe. Le sexophobe, on s'en occupe Dans les pas. divisions, Le sexo- 3e, 4e, oui. c'est ceux qui aiment moins Oui, le sexe. c'est que moi, le 4e division, allez, on ne va pas s'en occuper parce que lui n'est pas curieux, lui il ne veut pas aller. Donc on ne peut pas obligatoirement aller prendre quelqu'un, tiens moi je vais t'apprendre la sexualité, viens ici. Ils vont complètement refuser. Mais celui qui est peut-être en 3e division, qui a un peu l'intelligence sexuelle, lui il va demander, il est curieux, dites-moi quelles sont les méthodes, comment on devient, vous dites donner, recevoir, prendre, qu'est-ce qu'on fait? Et on va lui donner les différentes techniques pour pouvoir arriver pour devenir un jour en première division. Okay. Donc il y a 4 divisions. Il y a 4, 10, C'est autant que illimité, autant qu'on veut. Il y a le championnat Donc, mondial. ce qu'il faut Les savoir, Olympiques. ce qu'il faut savoir, c'est pas des cases qui sont bloquées. On peut aller dans notre vie, une seule personne peut aller faire le tour des deux côtés, mais grosso modo, dans la majorité des cas, il y aura des gens qui seront bloqués dans un truc pendant toute une vie, pendant 50 ans.
en 4e division, ou en 2e, ou en 3e, ou en première division, mais même quand on est en première division, je ne connais aucune personne, donc je parle déjà âgé, aucune personne qui n'a pas eu dans sa vie un manque, une période où il y a eu un manque de désir sexuel. Ça n'existe pas. Vous avez des problèmes, c'est pas moi, familiaux, de santé, de travail, tout ça. Les galipettes, ça vous les oubliez. Hein. Donc la sexualité, vous oubliez. Donc vous aurez un manque de désir sexuel. Donc vous allez un peu aller de 2e, 3e à 4e division. Tout le monde. Je ne connais pas un seul homme. J'ai jamais rencontré. Si je pose la question aux gens de 80 ans, je ne vais pas poser les gens aux gens de 20 ans qui n'ont pas eu un problème de dysfonction érectile. Tous les hommes vont vivre ça. Donc, mais ça, il faut le savoir. Tous les hommes vont vivre tous les hommes un problème de dysfonction érectile dans sa vie. Dans Justement, sa vie. où il a des problèmes de maladie, d'argent, de stress relationnel. de dépression, de stress psychologique, relationnel. S'il n'est pas bien dans sa tête, dans sa peau, il va avoir un problème de Donc dysfonction. c'est normal. Tout à fait normal. Mais que ça ne dure pas longtemps. Donc ça s'appelle des pannes. Il a des pannes. Dysfonction. Les pannes, c'est courte durée. Allez, 2, 3, 4 mois. Dysfonction érectile, c'est plus de 6 mois, donc il ne fonctionne plus. Bah, là, il doit consulter. Les pannes, non. Les gens, ils savent que maintenant, je suis dans une mauvaise période et j'ai un problème d'érection. Et j'ai un problème de désir sexuel. Une fois que j'aurai réglé mon problème, ça va venir. La même chose pour une femme. Problème de sécheresse vaginale, problème de désir sexuel. Une fois que les problèmes vont être résolus, allez, je suis tombé en 4e, tac, 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 je vais arriver en 3e, en 2e et en 1er. À condition d'être curieux et de le sexe, ça soit pour soi. Pour soi et motivé. Motivé Pour le plaisir. C'est un autre paradoxe, hein? Dans la population générale, on dit faire l'amour, c'est deux cœurs, deux âmes qui se rencontrent. C'est tellement fusionnel, etc. Or, pour être capable de fonctionner sexuellement, il faut être égocentré. Centré sur son plaisir et permettre à l'autre d'être centré sur son plaisir. Et à ce moment-là, ben, on peut, je dis souvent ça comme ça, nous et moi, on se met à ton service. Et à d'autres occasions, nous et toi, tu te mets à mon service. C'est ça, donner, recevoir et prendre. Ça fait peur dans la vie. Oui, dans la passion, les gens spontanément, tac, ils se sautent l'un sur l'autre. Donc pendant la passion, il y a énormément de désir sexuel l'un vis-à-vis d'eux. Donc, le moteur du désir sexuel devient la passion. C'est un mauvais moteur. Parce que le jour où la passion diminue, qu'est-ce que vous avez comme moteur pour faire la sexualité? Qu'est-ce qui va vous pousser à faire? Et dans tous les romans, que ce soit roman à l'eau de rose ou bien des romans un peu plus piquants que le jaune de rose, on va parler de la sexualité dans la phase passion. Et dans la longue durée, une fois que la passion est terminée, quel va être le moteur? Il n'y a qu'un seul moteur. Si vous n'utilisez pas ce moteur, vous aurez toujours des pannes sexuelles. Le seul moteur, c'est pour obtenir du plaisir sexuel, pour obtenir un orgasme. Donc si je fais l'amour, c'est pour moi, pour mon propre plaisir, pour obtenir... C'est ça qui veut dire, quand il dit égoïste, c'est ça. Donc ça va être mon moteur pour moi, que je vais partager avec quelqu'un d'autre. Et un de mes plaisirs égoïstes, c'est que tu aies du plaisir. C'est bon ça. Ben oui. Intéressant. C'est ça que j'appelle l'égoïsme altruiste. Si je suis bien, je vais partager quoi? Ben, du bonheur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très excitées par le plaisir que l'autre est en train de prendre. Aussi bien les hommes. Malheureusement, à l'heure actuelle, le paradigme, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, c'est être donneur. Ah, moi je fais très bien l'amour, je vais te donner du plaisir et indirectement je vais prendre du plaisir de ça. Ce n'est pas une bonne chose, ce ne sont pas des compétences sexuelles. Comme j'ai dit, compétences sexuelles, ce n'est pas seulement être donneur. Malheureusement, à force de donner, les gens ils ont oublié de recevoir et de prendre. Donc on va leur apprendre à recevoir et à prendre aussi. Comme ça, ils vont s'éclater tous les deux dans la sexualité. Et c'est quoi la différence entre recevoir et prendre? Recevoir, c'est ici, j'ai du plaisir sexuel, je bande bien, la femme va mouiller bien, donc j'ai la réponse sexuelle, excitation sur mes zones érogènes, c'est très très bien. Ça, c'est recevoir ici. Et prendre, c'est au niveau du cerveau. Si on vous met dans un IRM, vous allez voir, il y a certains endroits de plaisir, d'orgasme, tout ça qui vont s'allumer. C'est-à-dire qu'il y aura plus de sang et il y aura des hormones qui vont rentrer. Donc, vous allez prendre votre plaisir au niveau du cerveau et puis vous allez dire ça s'est très très bien passé. Et j'espère que vous n'allez pas oublier le lendemain parce que justement, il y a beaucoup de personnes où le système de récompense ne fonctionne pas bien. On leur dit, t'as bien joui?
Oui, j'ai bien joué. Ben, si tu as bien joué, pourquoi tu ne recommences pas le lendemain? Ah, oui, ouf, j'ai oublié. Donc, si j'ai oublié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton système de récompense n'a pas bien fonctionné. Tu veux avoir du plaisir le lendemain, bien recommencer le lendemain. Oui, je veux, mais j'ai oublié parce qu'il y a le repassage à faire, les cours des enfants à s'occuper de tout ça. Oui, mais essaye de t'occuper de ça. Quand c'est bien, essaye de faire des piqûres de rappel. Wow, qu'est-ce que c'était bien. Pour devenir compétent sexuel, il faut, c'est simple, pratiquer, pratiquer. C'est le moteur. J'en connais qui vont aimer ce Ouais. conseil-là. Mais le moteur. Je m'excuse. Et pour être heureux en couple, c'est l'équivalent de pratiquer, 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 c'est complimenter, complimenter, complimenter. Complimentez, hein? Vous avez entendu 5 à 10 compliments Par reproche. par reproche. Alors, il est quoi, il est 10 h du matin, là, actuellement, si vous avez déjà 3 reproches de faire à votre partenaire, il vous reste le reste de la journée pour en faire 30 compliments. Fait qu'il est jamais trop tard pour se rattraper. Non, jamais. T'allais dire quelque chose, Yves? Ben non, c'est une très bonne conclusion, je pense. C'est bon, hein? Donc d'abord, le moteur de la sexualité, le grand moteur de la sexualité, c'est la fréquence sexuelle. Plus je vais faire, plus je vais vouloir, moins je vais faire, moins je vais vouloir. Et le deuxième moteur de la sexualité, c'est les fantasmes. Essayez toujours d'avoir des fantasmes. N'oubliez pas votre masturbation. La masturbation n'empêche pas les relations sexuelles. Les gens qui disent « Ah oui, parce que je me suis masturbé, j'ai pas envie », ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des gens fatigués. Ça, ce sont des sexophobes. Les sexophiles, ils se débrouillent très bien et avec la masturbation et les relations sexuelles. Donc ça ne fatigue pas, ça ne tue pas. C'est pas nécessaire d'avoir un orgasme à chaque fois non plus. Non, non, mais bon. Non. Non, c'est le plaisir qui compte. C'est un plaisir. S'amuser. Non, non, oui. Et il faut, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'orgasme non plus, parce Non que plus, là, non. c'est une pathologie, c'est une anorgasmie. Donc là, les gens qui disent, mais bon, il y a encore des gens, oui, moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas un orgasme. Bon, la personne ne souffre pas. Donc pour elle, ce n'est pas une pathologie. Mais moi, sexologue, elle vient me demander, vous savez, moi je suis anorgasmique, je prends du plaisir, mais je suis anorgasmique. Pour moi, en tant que sexologue, avec ma grille de lecture, ben, c'est une pathologie, un trouble dont elle ne souffre pas. Donc pour ça, elle ne va pas venir consulter. Évidemment, même si elle vient consulter, je ne vais pas la prendre en charge parce qu'elle ne souffre pas. Donc il faut toujours souffrir. Pour prendre en charge, il faut toujours souffrir. Mais c'est une motivation, hein? C'est-à-dire, je ne veux plus souffrir, fait que je vais venir consulter. C'est ça. Quand on parle de fantasme, là, une question que j'ai souvent, c'est oui, mais si je fantasme, surtout des femmes, si je fantasme à quelqu'un d'autre que mon chum, que mon mari, pendant que je suis avec lui, est-ce que je le trompe? Ah, ça toujours, est-ce que c'est licite ou illicite? Donc Michel est avec Micheline, Micheline, elle pense à Joseph, est-ce que c'est licite ou pas? Évidemment que c'est licite, tant qu'elle ne le dit pas à Michel, tu sais qu'à moi, hop, je suis avec toi corporellement, mais dans l'imagination, je suis à Joseph. Nous, on casse tous les tabous dans la consultation en sexologie et on installe un tabou. Ne dites jamais, quand vous êtes en train de faire l'amour, à qui vous pensez. Ça, c'est un tabou. Ne me demande pas, si tu me vois les yeux fermés, tandis que je fais des allées et des venues, ne me demande pas à qui je pense. Bien sûr que je pense à toi, ma Micheline. Fait que c'est correct, on a le droit. C'est sûrement pas à la Joseph. On a le droit C'est de sûrement jardin pas à secret. Jo- On ne demande pas, ça fait partie du jardin secret. Si je pense, donc ça c'est licite ou illicite. Alors, tu vas me demander, je vais aller un peu plus loin, pour moi ce qui est, donc disons que Micheline pense à Joseph. Alors quand est-ce que ça peut être dangereux? Si Micheline, donc quand ce n'est pas dangereux, donc pendant l'acte sexuel, disons, hein, dans le bon cas ça dure 20-25 minutes. Justement, au fond, au bout de l'acte sexuel, il y a beaucoup de femmes qui sont incapables de jouir, d'avoir un orgasme, sans entrer en fantasme. Il y a des femmes qui doivent absolument rentrer dans un fantasme. Et malheureusement, le fantasme, c'est Joseph. Donc, les 2 minutes là, Joseph y rentre dans sa tête, elle jouit, puis Joseph sort. Par contre, si Micheline, au moment où elle prend Michel dans ses bras, oh Joseph, comme je te prends dans les bras, au moment où Michel la pénètre, oh Joseph, qu'est-ce que tu me pénètres,
Au moment où je jouis, oh Joseph, avec toi je jouis bien, et en post-lutte, quand ils sont l'un dans les bras de l'autre, elle pense qu'elle est dans les bras, et qu'elle est dans les bras de Joseph. La veille, elle était dans les bras de Joseph. Le lendemain, dans les bras de Joseph. Là, évidemment, il faut qu'elle aille trouver Joseph. Il faut qu'elle arrête Michel, qu'elle aille trouver Joseph, parce que ça ne marche pas avec le Michel. Fait que c'est correct quand c'est juste pour le temps de l'orgasme. Le temps de l'orgasme, ou de temps en temps. Déclencher. La même personne. La même personne, pendant tout l'acte sexuel, elle est présente dans la tête. Avant, hier, tout ça, bon, elle va aller chez lui. Donc, je lui fais confiance. Elle va aller. En plus, si c'est le voisin ou le collègue de travail, ils vont vite terminer dans un lit. Donc, c'est la nuance. C'est la nuance. C'est un conditionnement qu'elle se fait à ce moment-là. Exact, exact. Puis parlant de fantasmes et tout ça, il y a aussi toute la question de la pornographie, du web chat, du sex chat, c'est où la ligne entre... Si tout ça reste un jeu et que ça ne devient pas une addiction, c'est correct. Même si Pourquoi l'autre pas? le sait pas, fait que si... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas regarder de temps en temps un petit film porno, juste pour mettre un petit peu de piquant, pour aller chercher une excitation, parce que notre cerveau, notre centre sexuel est dans notre cerveau primitif, là. Okay? Le cerveau primitif, lui, il a des règles morales, etc., il s'en fiche. Il n'y a pas de bien ou de mal, là, lui. Tout ce qu'il veut, c'est du plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas le droit, notre conscience, notre sens éthique ne nous donnerait pas le droit d'avoir du plaisir à ce niveau-là? Ça, c'est la même chose. Je me masturbe, est-ce que c'est une fidélité? Je vais voir un film pornographique, est-ce que c'est une fidélité? Oui, pour les gens de 4e division. Okay. Ils ne sont pas sexophiles, c'est là. Tout ce que tu vas faire, à côté, tu te masturbes, hop, c'est une infidélité. Mais pas les gens qui ont une sexualité beaucoup plus développée. Eux, ils savent faire la part des choses. Le fantasme, c'est un fantasme. Une masturbation, c'est une masturbation. Ça n'a rien à voir avec la fidélité. Donc l'infidélité, c'est pour les gens de 4e division, où d'ailleurs toute forme de sexualité est à proscrire, et surtout la masturbation. Mon mari se masturbe. Vous savez comment il dort dans le lit? Je dis, comment il dort dans le lit? Il dort nu. Mon mari, c'est un saligo. Moi, je me suis marié avec un pervers sexuel. Au secours! Elle vient en courant. Au secours, mon mari est un pervers sexuel. Sauvez-moi de ces griffes. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? C'est un pervers sexuel. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire l'amour. Combien de fois il veut faire l'amour, madame? Vous savez combien de fois il veut me faire l'amour? Par semaine? Oui. Combien de fois? Une fois par semaine. Ah, le sale pervers. Vous voulez une fois par semaine? C'est énorme. Je peux rentrer dans son jeu aussi, évidemment. Il se masturbe. Ah, le saligo. Et en plus, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur le PC du mec, elle va regarder les historiques, elle va ouvrir, elle qui est incapable de voir une paire de seins. Quand à la télévision, 2 personnes s'embrassent, tac, elle va zapper parce qu'elle est incapable de voir. Ça la dérange. Elle va aller regarder toutes les saloperies que son mari regarde. Madame, t'es pas apte à regarder ça. T'es folle ou quoi? T'es maso ou quoi? Quand on n'est pas apte à regarder quelque chose qui te dérange, tu te mets en dedans. Et puis, elle va l'appeler, elle va dire, toi, le saligo, regarde, qu'est-ce que tu as vu, des trucs trash, tout ça que tu as vu. Comment est-ce que ça se fait? Tu es un saligo. D'abord, on va expliquer quelque chose à une femme de 4e division. Je ne parle pas de la femme de 1re division. Madame, tous les hommes sont curieux de ce qui se passe sur la sexualité. Donc, c'est pour ça, depuis qu'il y a des pornos sur Internet, il est capable de regarder tout. Mais même si c'est très trash, il va regarder. Ça ne veut pas dire qu'il va se masturber en regardant ça, parce qu'il a cette curiosité. Toi, madame, tu n'as pas cette curiosité. Toi, déjà, deux personnes en train de s'embrasser, ça te dégoûte. Évidemment, tu n'as pas cette curiosité. Laisse-lui le regarder. Donc, ça fait partie du jardin secret. Alors, le jardin secret qui était tout petit, à un moment donné, il devient grand comme un stade de foot, quoi. Donc, accepter que l'autre soit autre. Accepter que l'autre soit autre. C'est un des secrets des couples heureux qui peuvent même s'intéresser et s'exciter de savoir que mon partenaire s'est masturbé. Puis là, on parle mais pas 4e division. Non, c'est pas des choses de 4e. Ah oui. Donc il faut bien, vous voyez, il faut bien différencier les gens. Parce qu'on a l'impression de mettre tout le monde dans le même paquet. Absolument pas. Donc il faut que le couple soit assorti. Si je suis la joueuse de première, je suis de première, elle doit être de première. Si je suis un joueur de 4e division, j'ai intérêt d'avoir une joueuse de 4 parce que je ne sais pas, Mais faire l'amour. qu'est-ce qu'on fait pour les couples qui sont mal assortis? Ils viennent chez nous. Puis qu'est-ce Ils viennent en sexologie. C'est ça la thérapie conjugale. Et on essaie de les aider. Des fois On on y essaie de parvient, les d'autres aider. fois on n'y parvient pas. Donc, Parce qu'on ne peut pas faire pour eux,
Ce qu'ils ne sont pas prêts à faire pour eux-mêmes. Mhm. Mais s'ils sont prêts, comme dit Yves, s'ils sont curieux et s'ils veulent avancer, se développer, à ce moment-là, oui, on peut les accompagner vers leurs propres objectifs. Alors, aux spectateurs qui sont là, je n'ai pas donné de détails 4e, 3e, 2e, 1re division. Essayez de réfléchir. Trouvez vous-même. C'est quoi? Décrivez-moi ce que c'est 4e. Décrivez-moi si vous avez bien compris ce que j'ai dit. C'est quoi un 3e? C'est quoi un 2e? Je n'ai pas besoin de vous donner les détails, ce que fait 4e, ce que fait 1er. Essayez de trouver vous-même. Un devoir défi. J'aime ça. Et là, on parle, juste par curiosité, des hommes qui regardent la pornographie et tout ça. Les femmes, est-ce que ça les intéresse, eux, la pornographie? Des recherches nous ont démontré, parce qu'avec nos instruments technologiques, on est capable de voir l'observation du cerveau en direct, en présentant, par exemple, des films porno à des femmes. Et il y a des femmes qui « Ah, c'est épouvantable ce que je vois là, ça n'a pas d'allure, c'est dégueulasse ». Mais on voit leur cerveau sexuel qui lui s'excite. On voit leurs organes génitaux qui, eux, réagissent aussi. Donc, il y a comme pas une schizophrénie, une coupure, une dissonance entre ce que je imagine, ce que je pense et ce que je ressens. Donc, elles sont physiquement et primitivement Il y a une excitées. étude récemment qui démontrait qu'il y a plus de distance chez les femmes entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vont vivre. Elles ont plus de distance entre leurs sensations et leur perception. Okay. Alors que chez les hommes, généralement, c'est beaucoup plus près l'un de l'autre. Ah. Donc, l'homme qui est capable de voir un film porno, même si quelque part, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, il va quand même réagir, puis il va être en contact avec sa réaction. Okay. Ça veut dire que le circuit zone génitale et cerveau, il y a une continuité. Ouais. Chez la femme, c'est comme si, chez certaines femmes qui n'aiment pas la porno, on leur a mis de porno, elles mouillent, mais aucune zone ici n'est allumée. Donc c'est comme si la femme était coupée. Mais à la question, quel est le pourcentage de femmes qui regardent, parce que donc il y a 15 ans, le pourcentage de femmes qui regardaient du porno était de 3%. À l'heure actuelle, on estime qu'elle est de 40%. Pourquoi? Pourquoi? Il faut étudier donc du point de vue social qu'est-ce qui se passe. Les hommes, donc les hommes, pour se masturber, ils avaient besoin d'un support visuel. Le premier support visuel, c'était les revues, il n'y avait pas de film, et puis les cassettes VHS. Les magazines et puis Sears. oui, et puis les DVD, et puis Internet. Mais l'homme, il allait acheter la revue dans un porno shop. No problème, la femme ne rentrait pas là, la femme ne rentrait pas dans des DVD clubs, dans des VHS clubs, et la femme a commencé à regarder des films porno sur Internet. Et il y a un problème avec les femmes, c'est que les hommes ont commencé, les hommes ont commencé en général à entrer dans Internet dès que ça a commencé, 95, 96. Les femmes ont attendu 10 ans pour s'acheter un PC, pour s'abonner à Internet. Donc c'est très récent l'histoire Internet de la femme. C'est 2005, 2006, 2007. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. C'est pour ça qu'il faut regarder ces chiffres en regard de ce qui se passe. C'est pour ça que ça monte exponentiellement grâce à Internet et grâce à ce que les femmes enfin s'abonnent à Internet. Et grâce au fait que les femmes se permettent de plus en plus d'être des sujets sexuels, pas seulement des objets sexuels. Oui, parce que j'entends souvent, moi je me sens comme un objet, il veut juste mon corps. C'est correct, c'est bien. C'est correct. Ça, c'est première division. La première division, quand vous dites à une femme de première division, t'es un objet sexuel, toi, hein? Qu'est-ce qu'elle vous répond? Ben, évidemment que je suis un objet sexuel. Mais pas Lui, seulement. lui aussi, c'est mon objet sexuel. Ben oui. Je peux être l'objet sexuel de l'autre, l'autre m'offre son corps, je lui offre mon corps. Prends-moi. Et on est correct. Et en femme de quatrième division, tu lui dis tu es un objet sexuel, oui, affreux, absolument T'es un pas. macho de pire Oui, espèce. oui. Absolument pas, moi je ne suis pas un objet, je suis un sujet, tout ça. Elle ne peut pas rentrer dans l'aspect ludique de la sexualité. C'est pas un jeu, c'est trop sérieux le sexe ici en quatrième division. C'est pour la première division, c'est un jeu. Donc la mentalité n'est pas la même. Alors quand on explique à une femme de quatrième division le plaisir que peut prendre une femme de première division, elle n'arrive pas à s'imaginer. Non, c'est faux. Une femme ne peut pas prendre ce plaisir. Une femme ne peut pas aimer cette pratique. Une femme ne peut pas. Et elles sont incapables, la femme de quatrième division, de comprendre comment fonctionne une femme de première Est-ce qu'il y a de division. l'espoir? Là, si moi je suis en quatrième position, par exemple, est-ce qu'il y a de l'espoir si j'aimerais ça? Si tu es curieuse, Si tu veux. Si je veux. si tu veux, tu es curieuse, Parfait. tu es motivée,
et tu te dis le sexe c'est pour moi, c'est pas pour l'homme, tu peux avoir. Mais d'abord il faut changer ça avant de travailler toutes ces différentes étapes pour Est-ce que arriver. vous avez créé des outils? Je sais que vous avez écrit tous les deux des livres, vous êtes tous les deux auteurs. Pour les gens qui nous écoutent présentement, et l'entrevue va bientôt prendre fin, donc pour les gens qui nous écoutent présentement, qui aimeraient ça augmenter de division, qui aimeraient ça être heureux en couple, ça serait quoi le... Je ne l'ai pas fait sous forme de livre, mais il y a une revue française qui s'appelle Sensuel, et j'ai mis toutes ces étapes-là sur 6 numéros, donc de la fin 2016 à la fin 2017, sur 6 étapes, une revue qui paraît tous les 2 mois, donc il y a moyen de trouver, et je vais le faire aussi en forme de bouquin, expliquer toutes les étapes pour lesquelles on peut arriver à la compétence sexuelle en première division. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour que l'amour et la sexualité ne meurent pas ». Oh wow, quel beau titre. Ça s'adresse plutôt aux personnes plus âgées, 40 ans, 50 ans, mais j'ai des femmes de 28 ans qui l'ont lu, puis ils m'ont dit « Yvon, si tu savais le nombre de choses que j'ai appris là-dedans, dans ce livre-là, en lisant ce que j'ai plutôt axé vers les personnes plus âgées pour que l'amour et la sexualité ne meurent pas avec le vieillissement, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Quand j'étais au collège, ma première carrière était dans l'enseignement au Cégep Sainte-Foy et j'ai travaillé à la mise sur pied du cours de psychologie du comportement sexuel. Et une des questions que je posais à mes jeunes de 18 à 20 ans, comment vous imaginez vos parents qui ont 50 ans, 55 ans, en train de faire l'amour, en train de baiser? Comment vous les imaginez? Oh, non. Ah Ils font pas ça, ils C'est pas ça. Ah non, le sexe pour les jeunes, c'est pas vrai. Et les études ont démontré que les gens qui sont heureux en couple, qui ont une vie sexuelle, sexophilique, ludique, vivent de 6 à 9 ans de plus en bonne santé. Et ça, juste ça en soi, c'est une très bonne raison De se mettre en pratique. de se mettre en pratique. Et de se complimenter. Et de se complimenter, et de s'aimer, et de s'accepter. Donc, la revue Sensuelle, qu'elle s'appelle? La revue Sensuelle, c'est une revue française parisienne. Et le titre du livre? Pour que l'amour et la sexualité ne meurent pas. Parfait. Publié chez Québec Livre. Chez Québec Livre. Donc, 2 outils pour passer du duel au duo dans votre couple, dans votre sexualité, qu'on vient d'avoir aujourd'hui maintenant. Je vous remercie énormément, Yvon et Yves. Merci Valérie. Ça a été un plaisir de passer la soirée hier, psychosexo, de vous voir, de vous entendre. Vous avez répondu aux questions du public. Et peut-être que ça va se passer à Montréal aussi. On l'espère bien. Et je vous remercie pour ce temps ce matin de partager ce que vous avez absorbé, les gens, Oui. des sexophiles, des couples heureux, et de le partager maintenant de cette façon et par vos conférences. C'est aussi dans ma mission de réussir à propager la bonne nouvelle Oui, voilà. que du bonheur sexuel et conjugal. Merci beaucoup et à la prochaine. Bienvenue et Merci. bravo. Je veux vivre des choses intensément, je veux que ça brouille ici, là. Mon amour, après avoir passé toute la soirée psychosexo avec Yvon, Yves, puis 1 heure à filmer l'entrevue, qu'est-ce que tu retiens? Que j'ai passé 2 belles journées. Super belles journées. Ah ben parfait ça! Condition 0, plaisir avant tout! Oh yeah!